Je suis Nathalie Robinson, cadre de santé infirmière anesthésiste et je travaille à la plateforme régionale d'appui à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins en Nouvelle-Aquitaine. En fait, nous sommes une équipe qui est mise à disposition des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux pour venir, à leur demande, effectuer des analyses approfondies des causes lorsqu'il y a eu un événement indésirable grave associé aux soins. Alors, il est extrêmement important de déclarer les événements indésirables, graves ou non graves d'ailleurs, associés aux soins, pour la bonne et simple raison que lorsque vous avez un événement indésirable qui est survenu et que vous avez été l'auteur ou la personne qui a été le témoin d'un événement indésirable, c'est extrêmement important de le partager. Parce que cet événement montre qu'il y a une faille dans les barrières de sécurité au sein de votre unité de soins et que ces failles, eh bien, elles vont peut-être provoquer un événement indésirable. Et donc, il faut prendre connaissance au niveau de l'ensemble de l'équipe. Et donc, si vous ne déclarez pas un événement, qu'il soit porteur de risque ou indésirable, eh bien, personne n'en aura connaissance. En fait, vous allez le garder pour vous, vous ne le partagerez pas, et cet événement, il va pouvoir ressurgir plus tard lors d'un soin. Je prends un exemple concret. Vous avez tous entendu parler du scandale des prothèses PIP. Si chaque chirurgien qui avait explanté des prothèses défectueuses l'avait signalé, eh bien, on aurait réalisé qu'il y avait des prothèses qui étaient défectueuses, toutes de la même marque, et donc ça permettait de porter l'alerte, de se rediriger vers les patientes qui avaient été opérées avec ces prothèses et de les prévenir pour pouvoir éviter des événements indésirables graves. Donc vous voyez que c'est très très important. Par exemple, c'est important, je vais prendre un autre exemple très concret dans la pratique quotidienne, changement de marché au niveau de la pharmacie. Ça arrive dans tous nos services en permanence. On vous change les ampoules par exemple d'antibiotiques, eh bien la routine fait que vous avez l'habitude, vous avez enregistré la façon dont était fait le flaconnage de votre antibiotique. Et là, vous attrapez un flacon qui ressemble à celui que vous connaissez habituellement. Il se trouve que ce n'est plus du tout un antibiotique. Donc, vous pouvez, par erreur, administrer à un patient le mauvais médicament. Eh bien, vous vous êtes rendu compte, vous avez identifié par exemple juste avant d'administrer que effectivement ce n'était plus le bon flacon. Si vous ne le signalez pas, votre collègue qui est fatigué, qui va passer après vous, elle peut faire cette erreur et cette erreur, elle peut arriver jusqu'au patient. Donc c'est très important de signaler. C'est très important parce que l'idée du signalement, c'est non pas de dire j'ai fait une erreur ou j'ai failli faire une erreur. L'important, c'est de partager et justement d'analyser ensemble est-ce que dans notre service, nous avons des barrières de sécurité pour éviter ces événements. Quand vous avez détecté un comportement à risque, pour pouvoir faire une déclaration de ce comportement, loin de nous l'idée d'être dans la délation ou dans le jugement. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'être très factuel en fait. Il faut reprendre les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je ne sais pas, nous étions dans la salle de soins, nous faisions un acte et voici ce qui s'est passé. Et il faut vraiment être très factuel. Donc, ne pas mettre de jugement lorsque on rédige cette déclaration et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Donc ça aussi, c'est peut-être un conseil, c'est dans un premier temps, c'est se poser et réfléchir à que s'est-il passé? Est-ce qu'il y avait vraiment un comportement dangereux qui mettait en danger la sécurité des patients, un comportement effectivement qui n'est pas tolérable aussi vis-à-vis de ses collègues de travail. Et à ce moment-là, il faut effectivement se poser et reprendre factuellement les faits. Et à une jeune infirmière, je lui conseillerais d'aller rencontrer son cadre de santé avec ses faits et toujours en restant hors jugement. Donc apporter, j'ai envie de dire, une chronologie de ce qui s'est passé en restant tout à fait neutre. Donc ne pas se laisser déborder par ses émotions, mais se rapprocher par contre de son cadre de proximité pour l'avertir de ses faits. Ce que l'on va retrouver le plus prégnant dans les facteurs qui induisent justement des risques face à la sécurité des patients, c'est les problèmes de communication et de travail en équipe. Alors ces problèmes de communication, ils sont souvent estimés à peu près à 75-80%, que ce soit par la presse internationale, hors France, mais en France aussi. On a des études qui montrent que dans, hélas, les problèmes de sécurité liés aux patients, on retrouve bien entendu les problèmes de communication et les problèmes de travail en équipe.
Alors les problèmes de communication, ils sont de divers niveaux. On va avoir des communications qui sont orales et qui vont se perdre. On a aussi parfois un manque de communication entre les équipes, entre les soignants. Donc ça, c'est vraiment des problématiques qui peuvent engendrer des événements indésirables très graves, puisqu'on peut ignorer tout un pan des antécédents ou de l'histoire du patient et qui va mener à un événement indésirable grave. Le travail en équipe, c'est une autre problématique. Hélas, dans nos études, quelles qu'elles soient, paramédicales ou médicales, nous n'avons jamais appris à travailler en équipe et hors nos métiers, eh bien, nous font travailler au quotidien tout le temps en équipe. Et ces problématiques, on va les retrouver parce que parfois, eh bien, il y a ce qu'on appelle un gradient d'autorité qui est trop fort. Et donc, l'infirmière ne va pas oser dire certaines choses qu'elle voit à un médecin, par exemple. Elle voit qu'il y a des erreurs. Ça peut être des erreurs ne serait-ce que dans l'hygiène ou dans la façon de rédiger quelque chose. Ça peut être quelque chose qui n'est pas très très grave au départ, sauf que ces erreurs accumulées vont provoquer parfois des événements indésirables. Donc le travail en équipe, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui doit s'apprendre. Certaines universités maintenant intègrent des sessions où vous avez les élèves infirmières qui travaillent avec les jeunes internes et qui apprennent ensemble à faire certains gestes de prise en charge auprès des patients, comme par exemple, je prends un geste qu'on réalise assez souvent, une ponction lombaire. Eh bien, on va mettre en simulation les élèves infirmiers, les jeunes internes, et ils vont apprendre justement à respecter le rôle de chacun, à apprendre ce qu'est la tâche de l'interne, ce que sont les compétences de l'infirmière, et ils vont apprendre tout simplement à travailler en équipe. Ça a l'air bête, mais dans nos enseignements, jusqu'à présent, ça n'était pas fait. On apprend sur le terrain, sauf que sur le terrain, on a quand même un principe de plus en plus intéressant qui demande qu'à évoluer, c'est jamais la première fois sur le patient. Et donc, plus on aura des centres de simulation qui vont pouvoir faire cette synergie d'équipe et apprendre à travailler dès le départ ensemble, eh bien, on aura de plus en plus de travail en équipe. Le travail en équipe, c'est aussi, par exemple, un chirurgien, un anesthésiste. C'est pas si simple que ça, un travail en équipe, parce que là aussi, on a chacun nos objectifs, notre tâche. Certes, il y a un patient, mais on ne sait pas bien, finalement, le rôle de chacun. Et ça, on peut le faire grâce à des formations. Donc, ce sont des formations qui s'appellent des formations CRM, pour Crew Resource Management. Et c'est très intéressant parce qu'on prend vraiment l'ensemble de l'équipe et on va travailler sur finalement, comment nous percevons le rôle et les missions de chacun. Et on s'aperçoit qu'on ne connaît pas bien nos métiers, qu'on ne connaît pas bien nos compétences. Et à travers ce travail de 4 heures, on va pouvoir se mettre d'accord sur un certain nombre d'actions très simples. Quand on est face à une prise en charge en urgence, eh bien, on va décider qui va s'occuper du reste du service, qui va avoir le téléphone. Et donc, ça paraît presque trop simpliste, mais dans nos équipes, on ne fait pas ce temps de préparation. Donc, on peut améliorer notre travail en équipe grâce à ces formations. Et puis, la simulation, bien entendu. Pour organiser des visites de risque, vous avez 2 grands principes. Soit vous pouvez vous référer à un travail qui a été fait par la Haute Autorité de Santé et qui avait été mené par une structure régionale d'appui de la région lyonnaise qui s'appelle le CEPRAL et qui a pris le concept de l'industrie en fait. Donc les visites de risque, comment ça se passe? On a une équipe de la direction qui va venir se rendre dans une unité de soins. Alors elle ne vient pas comme ça à l'improviste. L'équipe de soins est prévenue. Elle sait que l'équipe de direction va venir et ça va être préparé. C'est-à-dire que l'équipe va vraiment être écoutée par l'équipe de direction pour faire remonter en fait, du terrain vers la direction les barrières de sécurité qui ont été identifiées par l'équipe comme étant, on va dire, à améliorer ou qui sont défaillantes parfois. Et donc, ces visites de risque, elles se préparent puisque, effectivement, dans le service, il va falloir réfléchir à quelles sont les informations qu'il faut faire absolument remonter auprès de la direction. Et cette direction va donc se rendre un jour donné, à un horaire donné, auprès de cette équipe, va écouter, effectivement, j'ai envie de dire, la vraie vie du service,
les vrais besoins du service en termes d'amélioration de la sécurité des patients. Et à partir de ce moment-là, une synthèse va être faite à distance et on va avoir un va-et-vient entre la direction et l'équipe de soins pour essayer d'implanter effectivement des solutions pour améliorer cette sécurité qui a été identifiée au plus près du terrain par les soignants de terrain. Ça, c'est une première version qui est très cadrée, donc vous retrouverez toutes ces références au niveau du site de l'HAS, dans une fiche outil qui est assez bien faite, qui résume. Après, on peut aussi réaliser des visites de risque d'une autre façon, qui est un petit peu différente, qui s'inspire du concept de Safety 2. Donc, la sécurité, en fait, on peut la concevoir sur 2 grands temps. Il y avait eu un premier temps où on s'occupait que d'analyser ce qui se passe pas bien finalement, les événements indésirables. Safety 2, le concept est un peu différent. On se dit que dans 99% des cas, nos soins ils sont très optimum et ils sont très bien faits. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça se passe bien, pourquoi ces soins sont bien faits. Et donc, on peut imaginer la visite de risque d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on peut, et ça, il faut avoir des équipes dédiées et un peu de temps, mais c'est un investissement qui vaut le coup parce qu'on va éviter beaucoup de surcoûts liés aux événements indésirables, c'est de passer un peu de temps à observer ces soignants et faire remonter aux soignants tout ce qui est positif, tout ce qu'ils font bien au sein de l'équipe, et puis identifier avec eux quelques points à risque et leur demander comment ils verraient les solutions pour améliorer ces points à risque. Et là, c'est très intéressant parce que là aussi, une fois de plus, ça vient vraiment des personnes de terrain. Et ça valorise tout ce travail qui est fait au quotidien où finalement on pointe toujours ce qui ne va pas très bien. Et là, c'est une autre façon d'aborder les choses. Oui, on va pointer bien entendu les failles, mais on va aussi pointer tout ce qui est bien fait. Et ça, c'est très valorisant pour les équipes. Dans ces visites de risque, ce qui est important, c'est effectivement comment on va partager cette expérience. Et donc, on en revient toujours à ce fameux retour d'expérience. Ça sert à ça, les événements indésirables graves, les signaler, c'est aussi pour pouvoir les partager avec l'ensemble de l'équipe et même au-delà, j'ai envie de dire, avec l'établissement, voire même en dehors de l'établissement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, tiens, une équipe a été confrontée lors de cette prise en charge que nous faisons nous aussi au quotidien tous les jours, à cette problématique-là, et qu'a-t-elle mis en action pour éviter à nouveau que cette situation se reproduise. Bien, dans les visites de risque, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait identifier des actions qui sont pertinentes, innovantes pour la sécurité des patients, mais qui finalement, hélas, sont contenues que dans le service. Et là, on se dit, on va le partager parce que puisque ça fonctionne chez nous et puisque ces techniques, elles sont innovantes et qu'elles sécurisent la prise en charge des patients, pourquoi ne pas le partager avec l'ensemble de nos collègues et donc de publier ou en tout cas faire savoir ces retours d'expérience positifs aussi. Donc ça, c'est très intéressant aussi à mettre en œuvre au sein des équipes. La déclaration, c'est le premier pas finalement qui va être fait pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc cette déclaration, elle est indispensable. Elle est faite presque à chaud par une personne qui est plus ou moins impliquée dans le soin. Vient un second temps, la déclaration, elle est reçue par une personne qui va analyser cette déclaration et qui va décider s'il est opportun ou pas d'aller faire une analyse, soit par une ERMM, soit par un CREX, soit par une analyse approfondie des causes. Lorsqu'on fait une analyse approfondie des causes, on va essayer de reprendre une chronologie et c'est très important d'avoir un curseur qui ne soit pas trop petit en fait. Par exemple, si un événement a eu lieu au bloc opératoire, il ne faut pas se contenter du bloc opératoire, il va falloir aller probablement plus loin, aller voir dans le service de chirurgie, aller voir à la consultation chirurgicale, pré-anesthésique et peut-être même encore avant ça pour avoir une idée du parcours du patient. C'est qu'au cours de l'analyse, avec si possible un maximum de soignants qui ont été impliqués dans la prise en charge du patient et dans l'événement dit indésirable, que l'on va pouvoir cerner grâce aux témoignages plus à la chronologie qui a été faite à partir des différents documents, dossiers patients, mais aussi résultats biologiques ou autres, on va pouvoir vraiment avoir une idée de la compréhension du contexte dans lequel a eu lieu l'événement.
Et c'est qu'à l'issue finalement de l'assemblage de toutes ces pièces du puzzle que l'on va pouvoir déterminer avec les personnes impliquées quelle a été finalement la cause de cet événement. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est aller voir pourquoi c'est arrivé et donc d'aller chercher les causes profondes, ce qu'on appelle les causes profondes dans les analyses. Et donc ça va se faire grâce au témoignage des différents acteurs, quel que soit leur niveau. Parce qu'on va être au plus près du terrain, mais aussi on va aller chercher dans l'organisation du service, puis dans l'organisation de l'établissement, ce qui a pu amener à cette erreur. Et puis, un temps très important, c'est le plan d'action. Et ce plan d'action, il ne peut être efficace que s'il est réellement faisable, qu'il vient du terrain et qu'il répond bien à l'objectif qui est de remettre en place des barrières de sécurité pour éviter que cet événement se reproduise. Et donc ça, ce plan d'action, il faut absolument qu'il soit réalisé avec l'ensemble des personnes. Et puis après, il y aura un autre temps, un petit peu plus tard, quand toute l'émotion sera retombée, la pression sera retombée. Ce qui est intéressant, c'est de tirer finalement des leçons de ce qui est arrivé par le partage d'expérience, par le retour d'expérience. Et ça, eh bien, ça peut se raconter. Finalement, on raconte ce qui s'est passé, l'analyse et surtout le plan d'action, ce qui a été fait pour permettre à cet événement de ne plus se reproduire ou de permettre de remettre les barrières de sécurité. Et ça, c'est important de le partager avec l'ensemble des équipes. Et donc, c'est finalement la fin de la boucle du traitement d'un événement. La déclaration, sans déclaration, on ne peut rien faire. L'analyse, et puis ensuite, le partage de cette analyse, du plan d'action, qui est ce qu'on appelle, nous, le retour d'expérience.